Non, je vais faire semblant d'appuyer. Donc oui, ce que je disais, un vrai speedrun, donc on va être juste dans les grandes lignes, pas trop rentrer dans les détails techniques, ce qui est toujours compliqué quand on parle de consoles de jeux vidéo. Uniquement les consoles de salon, puisque si on commence à faire les consoles portables aussi, ça devient vraiment mission impossible. Et puis, il n'y a que des consoles de salon aujourd'hui ce week-end. Et puis, uniquement celles qui sont sorties en Europe. Et les 6 premières générations. Les 6 premières générations, c'est de 1972 à 2001. On s'arrête à la Xbox, qui est donc la toute dernière qui se trouve là. Et juste pour info, aujourd'hui, on a commencé la 9e génération de consoles avec la Nintendo Switch qui est sortie en mars dernier. Donc la soupe primitive, donc un petit peu comme quand la Terre s'est formée. On démarre dans l'histoire du jeu vidéo, en fait, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50. Tu vas avoir, il y a donc Turing pendant la Seconde Guerre mondiale qui a inventé le premier ordinateur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film. C'était pour décrypter les messages des nazis, donc qui sont passés par des machines, donc on peut dire que c'est l'ancêtre de l'informatique. L'électroménager, qui arrive aussi donc en force juste après la Deuxième Guerre mondiale. La science-fiction, c'est un petit peu l'âge d'or de la science-fiction avec Isaac Asimov qui fait du coup rentrer vraiment les gens dans l'imaginaire. Et on arrive sur l'idée d'une interactivité de l'homme avec la machine, qui est quand même un concept nouveau et qui va du coup aboutir à différentes expériences. Et donc, on est au début au stade expérimental. Fin des années 40 à 49, les premiers prototypes, donc qui tiennent dans des salles grandes comme celle-là. Et puis on a ce monsieur qui est un américain, William Higginbotham, qui va inventer le premier jeu vidéo de l'histoire, non pas la première console, le premier jeu vidéo. Donc il travaille dans une boîte, je ne sais plus trop son nom, mais il va mettre en démo une porte ouverte sur un oscilloscope, ce qui est considéré comme le premier jeu vidéo, qui s'appelle Tennis for Two en 1958. Mais ceci dit, ça reste vraiment un petit gadget, et l'année d'après, sur les portes ouvertes, on ne lui redemandera pas de refaire cette animation, la console va être, enfin la console. L'installation va être démontée et revendue, mais quelque part il marque quand même son époque puisque c'est le premier jeu vidéo. Ensuite on arrive aux choses sérieuses dans les années 70 avec Ralph Bauer. Donc ça c'est assez important de le signifier puisque la plupart des gens pensent que le jeu vidéo ça vient du Japon. Donc Ralph Bauer est un Américain qui est le père de tous les gamers puisque c'est lui qui a créé la première console de jeux vidéo qui s'appelle la Maniavox. Donc l'Odyssée de Maniavox. Donc Maniavox qui est le fabricant, c'est un fabricant de téléviseurs. Et le but d'ailleurs n'est pas vraiment de vendre des consoles, c'est plutôt les consoles qui permettent de vendre des téléviseurs qui restent le cœur de métier. Donc ensuite on a la Borne-Pont qui sort la même année, donc là c'est l'émanation du groupe Warner, donc Atari qui est encore donc, une entreprise américaine, même si ça sonne très japonais, les gens pensent que c'est japonais, donc Atari c'est bien américain, qui vont sortir le premier jeu Pong. On a une console Pong qui se trouve d'ailleurs tout là-bas. Et ça arrive donc dans les cafés, c'est vraiment une grande nouveauté. Et il y a un engouement qui se crée à partir de là. Et là il va se passer quelque chose qui est assez remarquable, c'est qu'ils vont faire de l'open source avant l'heure. Atari, une fois qu'il a suffisamment vendu ses bornes d'arcade, va mettre à disposition une puce, ce qui s'appelle Pong on a Chip, donc dans le domaine public, ce qui va permettre aux fabricants de pouvoir utiliser cette puce et de faire des consoles Pong pas chères du tout. Voilà, parce qu'on va voir que la Maniavox et puis les bornes Pong, ça reste quand même un peu hors budget pour la plupart des ménages. Et là donc on déferler toutes les consoles Pong qui vont évangéliser et sensibiliser le public à ce nouveau mode de loisir qui est totalement inconnu. Donc pour la première génération, on commence avec la toute première et c'est la seule que je n'ai pas. Et tiens, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre mon texte au-dessus. Donc l'Odyssée qui a 800 $, donc on attendra peut-être la deuxième édition pour l'avoir. Donc les gros points positifs, c'est que c'est complètement futuriste à l'époque, on peut carrément communiquer avec une télé. On ne parle pas de console de jeux vidéo, hein, mais de télévision interactive à l'époque. Ils sont tout seuls. Et puis il y a Table Tennis dessus, qui est donc l'ancêtre du jeu de Pong. Par contre, c'est totalement méconnu, ça va se vendre à 300 000 exemplaires, 350 000, ce qui est au-delà des objectifs, ils ne pensaient pas en vendre autant.
La méconnaissance du public est tellement totale que la plupart des gens pensent qu'en fait on peut faire fonctionner la console que sur les téléviseurs Maniavox, puisqu'elle est souvent vendue dans les stores dédiés aux États-Unis. Donc c'est une fausse information que ne dément surtout pas Maniavox parce que ça lui permet de vendre des télés. Donc il n'y a quasiment pas de campagne publicitaire, c'était juste un petit coup d'essai mais qui s'avère plutôt concluant. Et le gros inconvénient, pour ça aussi qu'on n'en écoute pas beaucoup, c'est qu'il faut un téléviseur et que dans les années 70, c'est réservé à une toute petite partie de la population. Dans cette première génération, on a toutes les consoles Pong. Alors les consoles Pong, vu que si vous avez bien suivi, la puce Pong on a chip permet d'en produire sans aucun souci, on va en avoir plus de 2000 différentes, de 2000 marques différentes à travers le monde. Donc si vous avez une Pong à la maison, malheureusement, elles ne vaut pas si cher que ça, puisqu'elle a été très largement distribuée sous différentes marques. Avec la Visiomat 11, donc la Visiomat c'est une console française, c'est peut-être la dernière, qui est faite par Alcatel et Pison Bros. Donc Alcatel, géant de la téléphonie, Pison Bros, ils font des transistors. Elle est notoire non seulement parce qu'elle est française, mais aussi parce que, en fait, pour la première fois, on peut jouer tout seul sur la Visiomat. Sur toutes les consoles Pong, il n'y a pas d'intelligence artificielle, donc on doit forcément jouer à deux. Là, on peut jouer tout seul. Il y a le pistolet, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il marche, mais c'est aussi un truc qui est pas mal. C'est beaucoup plus accessible puisque là, il n'y a pas de développement, on utilise directement la puce qu'a mis à disposition Atari. Et puis la liste de rangement qui est bien pratique. Par contre, le gros souci, c'est qu'elle va être noyée au milieu de toutes les autres. Il n'y a pas de cartouche, il y a 5 jeux qui sont dedans, et puis c'est tout, on ne peut pas du tout en rajouter. Est-ce que tu peux faire défiler un tout petit peu plus vite? Merci. Extrêmement peu distribué, et puis noyé au milieu des produits similaires. Donc voilà pour la première génération. On passe ensuite à la deuxième où les choses sérieuses commencent. Donc les événements marquants sur cette deuxième génération de consoles, c'est qu'apparaissent les consoles à cartouche. La première étant la Fairchild que j'ai pas mis ici parce qu'elle n'est pas forcément très remarquable. Mais la deuxième, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième, ça se discute un peu là-dessus, c'est l'Atari 2600 qui par contre est bien présente puisque ça va être la première console qui va avoir un succès populaire, qui va se vendre à plus de 20 millions d'exemplaires, donc à l'époque c'est énorme. Apparaît le joystick, qui va complètement changer l'ergonomie. Vous allez voir que sur la Visiomat et puis sur l'Odyssey que je n'ai pas, on est sur des potentiomètres. Donc c'est un peu comme quand, vous savez, vous faisiez des dessins sur le sable quand on était petit, là, avec le haut bas et tout. Voilà, c'était le même principe sur les consoles. Et là, Atari sort le joystick et là, ça change tout, c'est une vraie révolution. Il y a quelque chose qui est extrêmement marquant sur cette deuxième génération avec ces deux événements qui vont ensemble. Il faut savoir que Atari maltraitait particulièrement ses salariés et ses développeurs, refusait qu'ils signent leurs jeux, les payait extrêmement mal. Et puis ils ont finalement, une petite partie d'entre eux ont fini par faire scission. Il y a eu un procès assez mémorable qui a permis de créer la première boîte d'édition de jeux vidéo qui s'appelle Activision, qui va du coup autoriser, puisqu'il gagne le procès, à avoir des sociétés qui développent sur l'Atari 2600, bien qu'il n'ait pas fabriqué la console, ce qui est en fait une première. Alors c'est extrêmement positif, on va voir dans l'histoire du jeu vidéo, les éditeurs tiers ont vraiment un rôle clé, et la plupart des jeux qu'on apprécie sont pas forcément faits par le fabricant de la machine, mais bien par des éditeurs tiers. Mais ça va entraîner, ça va être un des éléments qui va entraîner le fait très notoire de la deuxième génération, qui est le crack du jeu vidéo qui a lieu en 83. Donc suite au procès d'Activision, Atari va prendre la balle au bon et va dire bon bah ok, vous avez le droit de développer des jeux, et ben allez-y, développez-en, et il ne va plus exercer du tout de contrôle sur ces jeux pour qu'il y en ait le plus possible. Donc au total, il va y avoir plus de 900 jeux qui vont sortir, énormément qui se ressemblent beaucoup, qui ne sont pas forcément de bonne qualité, il n'y a pas de magazine de jeux vidéo, donc très souvent on se plante, on achète un jeu très cher qui n'est pas terrible. On va avoir aussi des jeux pornographiques, qui du coup vont sortir sur l'Atari 2600, je vous rassure, ils ne sont pas en démonstration aujourd'hui. Mais tout ça va détériorer l'image de la marque. Et arrive aussi à la fin des années 70 les micro-ordinateurs qui vraiment font du mal aux consoles. Atari lâche pas le morceau, continue de produire beaucoup de jeux, beaucoup de consoles, et puis ce qui va un petit peu être le coup de bras, ça fallait pas ici, c'est la sortie du jeu E.T., le premier jeu sous licence, qui vont énormément produire en de très grandes quantités. Et donc en fait il y a beaucoup trop de produits sur le marché, ce qui fait que le marché va tout simplement s'effondrer, et c'est ce qu'on appelle le crack du jeu vidéo, qui va enterrer énormément de consoles de l'époque, on va le voir après. Donc, dans le détail, l'Atari 2600, beaucoup de contrats, tous les jeux d'arcade, qui sont quand même dans des versions quand même inférieures, mais qui sont portés sur la console, le joystick, des gros hits,
Le souci, c'est qu'il y a énormément de mauvais titres, si vous avez bien suivi. Il y a de très mauvaises relations avec les éditeurs. Et puis les jeux coquins, mine de rien, c'est les parents qui achètent à l'époque, hein. C'est les enfants qui jouent, hein. C'est pas du tout un produit pour les adultes, dans les années 70 et 80 même. Et donc le fait de savoir qu'ils peuvent tomber sur un jeu où d'un seul coup il y a des choses pas très nettes qui sortent, et ben, vont détériorer les ventes et l'image de cette console. Arrive dans la foulée la première concurrence, donc Videopack, c'est Maniavox qui se fait racheter par Philips, qui est en fait la suite de la première console, l'Odyssey, qui est solidement distribuée, puisque Philips c'est hollandais, mais c'est une grosse boîte, donc là on a une console qui est, on va dire, européenne, même si elle est de conception américaine. On a des jeux avec la carabine. Alors j'ai oublié de dire que pour l'Odyssey, on va retrouver ça également pour la Videopack. On voit encore l'influence du milieu ludique, puisqu'il est vendu avec des dés, des cartes à jouer, et pas forcément des éléments numériques. Enfin, numérique, c'est pas le bon terme, mais en tout cas avec des objets. Et c'est également le cas sur la Videopack, et en l'occurrence, c'est les Master Strategy. C'est peut-être les meilleurs jeux de la console, c'est franchement pas mal. Mais c'est une console qui est vraiment en dessous de l'Atari 2600, qui va être déclinée parce qu'ils ont voulu faire un standard, donc ils utilisent toutes les sous-marques de Philips, Radiola, etc. Au final, ça délite toute l'attractivité de la console, donc une politique commerciale qui est en fait assez ratée, et puis quasiment pas d'éditeur tiers. Donc celle-là, elle ne va pas être produite très longtemps. Il faut savoir juste qu'elle sort en France avant l'Atari 2600. Mais aux États-Unis, elle arrive en retard. Ensuite, on a la toute première console que j'ai eue, la télévision, qui est une console assez nulle, mais qui m'a énormément marqué, forcément. Donc ça, vous pourrez essayer, surtout le joystick avec le disque, là, c'est vraiment la galère. Mais donc c'est Mattel, c'est Ken et Barbie qui va fabriquer cette console-là. Donc au début, c'est très marginal dans le groupe, mais finalement, quand la console va couler, ça va quasiment faire emporter dans sa chute tout le groupe Mattel. Parce que quand on s'engage en fait dans une fabrication de console, financièrement, c'est un énorme engagement. Donc, la suite, c'est bloqué. Moi, je ne connais pas tout par cœur. Hein. Bon, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est un petit peu supérieure techniquement à l'Atari 2600. Et puis, sa Logitech est qualitative, elle est beaucoup plus réduite parce qu'il y a beaucoup d'exclusivités qui sont en licence sur Atari. Et puis Mattel, hein, qui est quand même une grosse image de marque. Et là, pour le coup, les parents ont une excellente image de Mattel, puisque nous, les premiers, on a tous eu, au moins Ken, à défaut de Barbie. Donc, par contre, les gros soucis que va avoir la télévision, donc une console qui a vraiment pas marché, elle a fait que 2 millions, ça a rien à voir avec Atari 2006, c'est qu'il n'y a pas d'absence de hit de l'arcade si on exclut chez Atari. Et la mauvaise stratégie commerciale, c'est qu'aussi, eux, veulent pas avoir de développeurs à l'interne au début, font développer uniquement leurs jeux par des tiers, donc se dit maintenant c'est la tendance, les éditeurs tiers au-dessus, et en fait ils se rendent compte que c'est un énorme manque à gagner, et seulement sur la fin de vie de la console ils vont développer leur propre jeu, mais il est déjà trop tard. Et là, il n'y a plus d'écran. Donc si je me souviens bien, après l'Atari, après la télévision, ça doit être la ColecoVision. Alors la ColecoVision, c'est une vieille entreprise américaine aussi qui la sort. Elle sort en 82. Elle bénéficie de la fin des contrats d'exclusivité d'Atari. Et c'est surtout là, et c'est le jeu que j'ai mis en démo, qu'on va avoir le premier jeu où apparaissent Mario et Donkey Kong. Donc Mario s'appelle pas Mario à l'époque, s'appelle Jumpman. Mais en fait, ils ne le savent pas, mais ils viennent faire entrer le but dans la bergerie, puisqu'ils vont populariser l'image de Mario. Et l'année d'après, quand la NES va sortir, elle va absolument détruire toute la concurrence. Est-ce que ça va bien? Non. Donc la Coleco, elle va quasiment pas être produite, puisqu'elle se prend dans la figure non seulement le crack du jeu vidéo la même année où elle sort, et en plus la concurrence de la NES l'année suivante. Ensuite, on arrive sur... C'est pour ça que je l'ai testé hier soir, Gaëtan. Hein. Ah, je t'avais dit, hein. Donc, on arrive sur la NES. Alors là, cette fois-ci, à peu près tout le monde va connaître cette console, puisqu'elle va se vendre à 60 millions d'exemplaires. Donc la NES, il y a une Logitech qui est tout à fait existante, avec Miyamoto, que la plupart des adeptes du jeu vidéo connaissent. Il y a la croix directionnelle qui est une énorme nouveauté, puisque là on abandonne le joystick et ça va devenir un standard. Et puis au niveau des points faibles de la NES,
Il faut dire que c'est tourné, le marketing est vraiment tourné vers l'enfance, mais dans les années 80, c'est plutôt pertinent au niveau des choix marketing. On va voir que par contre, sur la suite, ça va donner du tort à Nintendo. Est-ce que j'arrête la conférence et que je la reprends? Parce que sinon, je la reprends dans 5 minutes. J'ai pas tout en tête. Alors, du coup, je vais regarder là-bas. Après, la NES, j'ai oublié la Vectrex. Allez, on va juste en parler très vite fait, parce que c'est une petite curiosité. Elle est sortie en 82. Je vois quelqu'un qui y joue là. Donc, ça marchait avec un oscilloscope et pas un écran. Vous pourrez la voir, c'est vraiment très très bluffant. Malheureusement, ça sort en 82, donc l'année où ça ne doit pas sortir. Et puis au final, elle sera produite que 2 ans. Mais c'est une console extrêmement innovante. On a le premier jeu intégré dessus, synthétiseur de voix, crayon optique au niveau des périphériques. Et puis c'est des jeux qui sont extrêmement rapides. Il n'y a pas de pixels, donc c'est extrêmement... Je vous invite vraiment à l'essayer. Ça paye pas de mine, hein. C'est le tout petit moniteur qu'on va trouver là au milieu de la première rangée. Mais ça vaut le coup d'y jouer. Après la NES va arriver le premier concurrent. Qui est donc Sega, qui arrive en 1986. Je vais faire une pause, hein, Gaëtan. J'arrête 5 minutes, le temps que ça reprenne. Je suis désolé. Hein. Ah, on a la montagne déjà. Ce qu'il faut retenir sur la 3e génération, c'est que, comme on l'a vu sur les 2 premières, c'est les États-Unis qui sont vraiment les leaders du domaine. Et sur la 3e, c'est les Japonais qui vont rappeler la mise. Vas-y, avance. Donc la Coleco, c'est bon, on l'a vu, avance. Donc la Coleco, je paye un verre à celui qui arrive à finir le premier niveau de Donkey Kong. Puisque les jeux étaient extrêmement difficiles à l'époque, sont tous issus de l'arcade. Donc forcément, on nous fait mourir très très souvent. La Vectrex, c'est celle dont je viens de parler. Super qualité d'image. Elle est fournie avec un moniteur puisqu'elle ne marche pas avec une télé, mais avec un oscilloscope. Comme le tout premier jeu, le Tennis for Two. Bon, on est obligé de mettre un système d'overlay, de filtre dessus plastique pour avoir de la couleur parce qu'elle est en noir et blanc. Donc c'est la 3e génération, je disais, la star de la 3e génération, c'est Miyamoto de Nintendo. La croix directionnelle qui va changer totalement la façon de jouer. L'arrivée de Sega, qui n'est qu'un outsider mais qui va devenir l'outsider de Nintendo. Et puis donc le passage de la prédominance vers le Japon. Ensuite on arrive sur ma génération préférée. Allez, attends, j'ai déjà fait la présentation en détail. Vas-y, tu peux passer vite fait. La NES est pas chère. Donc il faut savoir que les composants qui sont utilisés dans la NES, ils sont plutôt bas de gamme. Mais par contre Nintendo va les couper, les optimiser de manière vraiment exceptionnelle. Ce qui va faire qu'elle va être à la fois pas chère et tout en étant très très puissante, bien plus puissante que les consoles de 2e génération. Alors par contre, le petit défaut qu'elle va avoir la NES, c'est qu'elle sort très vite au Japon et aux États-Unis, mais par contre en Europe, au Brésil, elle va sortir quasiment en même temps que la Master System, ce qui va permettre à Sega d'avoir quasiment de faire jeu égal sur ces marchés-là et d'avoir une base de fans qui va lui permettre de percer après à la sortie de la Mega Drive. Allez, on y est presque, vas-y, tu peux encore avancer, j'en ai déjà un peu parlé. Donc juste après la NES arrive Sega. Alors Sega c'est déjà très réputé puisque c'est un excellent éditeur de jeux d'arcade. Ils ont déjà des fans. C'est encore pire qu'être Nintendo au niveau des éditeurs. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais pour Nintendo, vu qu'il y a eu le crack des jeux vidéo et puis beaucoup trop de surproduction de jeux vidéo, ils vont mettre des conditions drastiques aux éditeurs, notamment la sortie limitée à 3 jeux par an. Sega va faire la même chose et c'est même encore pire. Il faut passer tout un cahier des charges pour pouvoir sortir un jeu sur la Master System. Donc il va y avoir une Logitech qui est quand même bien moins étendue que la NES. Et des ventes qui vont être 5 fois inférieures. Ensuite on arrive sur l'avant-dernière console d'Atari, donc qui se rappelle de notre bon souvenir, puisqu'il prédominait dans la 2e génération, mais donc il arrive clairement très en retard sur la 3e. Compatible avec tous les jeux de 2600, alors on se dit c'est génial, on peut jouer à Pac-Man, à Space Invaders, sauf qu'à cette époque-là, les jeux en scrolling, les jeux avec les cartouches et des puces de sauvegarde vont du coup rendre très obsolètes tous ces jeux-là.
Nous aujourd'hui on trouve ça super beau, super marrant et très mignon de jouer à Pac-Man. À la fin des années 80 c'est complètement ringard. Donc elle va faire un beat total cette console là. Vous allez voir que le son est particulièrement mauvais. Et donc Atari là c'est quand même le début de la fin, il va encore y avoir la Jaguar, mais là ils sont déjà en train de couler, ils font plus que 4 millions de ventes. Et puis donc on arrive sur la 4e génération qui est sans conteste ma préférée, et celle de beaucoup aussi, on va dire tous ceux qui auront entre 35 et 40 ans. C'est l'épisode qu'on appelle la guerre des consoles, entre 3 consoles. Nous en Europe on croit que c'est surtout entre la Mega Drive et Super Nintendo. Il faut savoir qu'au Japon la PC Engine, qui est en démo aussi là-bas, c'est quasiment jeu égal avec les autres. Donc une super période pour les jeux vidéo, parce qu'il y a une grosse émulation concurrentielle et créative entre tous ces trois fabricants. Il y a SNK, la Genio qui arrive, mais qui est beaucoup trop cher, donc marché niche seulement. On va avoir une segmentation du marché avec Nintendo qui s'oriente vraiment vers les enfants, et puis Sega qui va plutôt viser les ados et puis les hardcore gamers. Et puis c'est à cette époque-là que vont arriver les premiers jeux censurés, donc Mortal Kombat qui n'aura pas de sens sur la version Super Nintendo pour son premier opus. A l'inverse, sur la Mega Drive, il y aura bien du sens, ça sera un argument commercial de Sega pour dire que eux n'ont pas peur de faire dans le gore et de faire dans le un peu plus âgé que l'univers enfantin. Donc à partir de là, vont sortir les normes où on a les recommandations moins de 12, moins de 16 qui sont en fait instaurées par Nintendo, parce que c'est Sony, mais en fait c'est Nintendo aussi. Donc la PC Engine, qui est la première des 3 générations, qu'on connaît très peu en Europe parce qu'elle a été que importée et c'était une distribution extrêmement confidentielle, donc à part sur les fringues parisiennes, très difficile de s'en procurer, ça reste une console géniale que je vous recommande d'essayer, hyper belle graphiquement. Et puis on va avoir les premiers jeux CD, on fait cartouches et CD, donc on est en 87, c'est assez énorme comme prouesse technologique. Par contre elle va sortir en 15 000 versions sur tous les continents, et puis elle est surtout très mal distribuée, et puis l'EC, on a strictement rien à faire de l'Europe en l'occurrence, donc aucune pub. Et à part vraiment les gamers pointus, elle est inconnue du grand public, alors que c'est vraiment une super console. La Mega Drive par contre, je pense que c'est là beaucoup la connaissent. Le gros argument c'est la vitesse du processeur qui permet à Sonic d'aller plus vite que tout le monde, et ça devient du coup l'égérie de la marque, et ça aura marqué énormément de joueurs. Les graphismes sont pas mal, et il y a beaucoup de jeux issus de l'arcade qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc la Mega Drive elle perce sur le marché, surtout qu'elle arrive 2 ans avant la Super Nintendo. Par contre la manette est peut-être pas la meilleure, et puis le son, notamment sur la version européenne où là on sort du composite, est pas génial. Par contre ce qui va causer du tort, c'est pas tellement connu dans l'épisode de Sega, on pense tous que c'est la Saturn qui l'a fait couler. Mais déjà c'est le début de la fin, quand elle sort à la fin, ces extensions, Mega CD, le 32X, qui sont des flops, les jeux sont moyens, c'est hyper cher. Et puis les joueurs qui vont l'acheter vont voir même pas 10 jeux sortis dessus, donc il y a déjà une première rupture avec les fans. Et on va voir qu'après Sega va couler, alors qu'ils avaient tout pour eux. Mais ça commence déjà finalement en fin de vie de la Mega Drive. La GX4000, alors celle-là c'est l'européenne. Donc c'est probablement la console la plus nulle des 24, de loin, mais il fallait la mettre puisque c'est quand même des Anglais qui l'ont fait. Donc c'est Amstrad qui est derrière. Elle est très jolie. Ils ont mis un budget de dingue. Les cartouches sont complacides avec les Amstrad CPC. Mais c'est une 8 bits. On est en 1986, en 90. L'ère des 8 bits a commencé en 83, c'est-à-dire qu'elle est complètement à la ramasse. C'est une console qui vraiment est une arnaque. Donc elle est vendue comme étant une console exceptionnelle, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et les joueurs ne s'y trompent pas, elle va se vendre à 40 000 exemplaires en France seulement. Même réussi à en choper une. Donc la Logitech c'est 30 jeux, ils sont tous plus ou moins pourris. J'ai quand même mis Pong qui est pas mal issu de l'arcade, comme il sollicite pas trop le processeur au niveau technique, il reste très jouable. Moi c'est fait partie des 3 jeux à peu près corrects de la GX4000. Et en plus il est quasiment au prix de la NES et de la Mega Drive, donc un gros flop. La Neo Geo, donc ça, moi j'avais un copain qui l'avait et on y allait tous les week-ends parce que c'était malheureusement un rêve inaccessible. Donc là c'est carrément les performances de l'arcade, on a exactement les mêmes puissances qui sont portées dans une console. Et donc le prix en ressort aussi, d'ailleurs au début il est juste à la location. Cette console, personne ne peut l'acheter, il alloue seulement à des pros, à des hôtels ou à des grandes entreprises, puis ça va être vendu au grand public. Bon bah c'est une console de dingue, hein. Elle est hyper en avance, elle va être produite d'ailleurs pendant près de 12 ans, puisque même quand on va arriver sur les générations suivantes, elle sera déjà au niveau.
Par contre, bah, son gros défaut, c'est le prix, c'est un truc de dingue, et même aujourd'hui, il est toujours aussi cher. Et puis après, si on aime les jeux de simulation, de réflexion, tout ça, il ne faut pas acheter le Neo Geo. Par contre, si on aime les jeux bourrins, où ça explose de partout, c'est vraiment la console idéale. Ensuite, bah, c'est ma petite préférée, la Super Nintendo, je pense que ça doit se voir si on regarde vers la gauche. La Super Nintendo, bah, c'est une console absolument géniale, avec une manette qui est super bien pensée, et puis un nombre de hits absolument impressionnant. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas que Mario et Zelda, Nintendo, c'est pas comme aujourd'hui. On a tous les éditeurs qui sont dessus, donc il y a, pour moi, ça n'engage que moi, le meilleur Castlevania, le meilleur Bomberman, le meilleur Megaman. On a vraiment énormément de top titres qui sont sortis sur cette console. Par contre, les prix des jeux sont quand même pas donnés. Il y avait Noël et l'anniversaire et puis c'est tout. Apparaît le zonage. Alors là, c'est intéressant, mais je vais pouvoir faire un coup de pub.